Un homme est assis sur une chaise. Ses poignets sont attachés. Sa respiration est rapide, saccadée. Il ne sait plus depuis combien de temps il est enfermé dans cette pièce sans fenêtre. Les heures, les jours, tout s'est brouillé. Devant lui, une cage. Dedans, 2 rats. Leurs griffes raclent les barreaux. Leurs dents claquent dans l'air. Ils ont faim. Et il sait que cette faim, c'est son visage qui va l'apaiser. Et une voix se fait entendre, calme, presque douce. Tu sais ce qu'il y a dans la salle 101, Winston ? Ta plus grande peur. Il panique, il supplie, il tente de résister, mais la cage s'approche, toujours plus près. Et alors, d'un cri déchirant, il hurle « Pas moi, pas moi ! Faites ça à Julia, mais pas moi !» C'est ici que Winston Smith trahit. C'est ici que le dernier fragment de liberté s'éteint. Et c'est ici que George Orwell nous conduit. Dans un monde où la vérité n'existe plus, où l'amour peut être brisé, où même la peur devient une arme. Mais qu'est-ce qui l'a amené là, ce personnage ? Comment un homme ordinaire, fonctionnaire discret, a-t-il pu en arriver à trahir l'amour de sa vie, à renier ses convictions les plus profondes, à se briser totalement face au pouvoir ? C'est toute la question que se pose George Orwell dans son roman le plus connu, 1984, 1984 ou 1984, c'est selon. Ce livre, c'est bien plus qu'une dystopie, c'est une fable politique, un miroir déformant mais terriblement lucide, qui parle du pouvoir, de la vérité et de la fragilité de nos libertés. Aujourd'hui, dans Brume littéraire, on part à la rencontre de Winston Smith. On traverse les couloirs du ministère de la Vérité, on plonge dans l'univers de Big Brother. Et on découvre pourquoi, presque un siècle après sa parution, ce livre résonne encore comme un avertissement brûlant. « 1984, c'est un titre simple, une année. Et pourtant, un monde entier se cache derrière. George Orwell publie ce roman en 1949, mais il ne nous parle pas seulement de l'avenir. Il nous parle de nous, de nos peurs, de nos fragilités. L'histoire, c'est celle de Winston Smith, un homme ordinaire employé au ministère de la Vérité qui passe ses journées à réécrire le passé pour l'adapter aux besoins du parti. C'est un homme qui doute en silence, qui rêve d'écrire, d'aimer, de penser librement. Un homme qui rencontre Julia, qui croit découvrir la résistance, mais qui va finir broyé, humilié, détruit. 3 grands actes structurent le roman. D'abord, la vie quotidienne sous Big Brother, et la naissance du doute. Puis, l'amour clandestin, fragile, avec Julia. Et enfin, une chute. Arrestation, torture, rééducation. Jusqu'à cette phrase finale qui glace le sang. Il aimait Big Brother. Mais 1984, c'est pas seulement une intrigue. C'est un laboratoire de concepts, une plongée dans un univers où la surveillance, la propagande et la manipulation du langage deviennent des armes de domination. Et tout cela se résume dans les 3 slogans, répétés partout, sur les murs, dans les télécrans, dans les esprits. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Voilà l'univers de 1984. Et aujourd'hui, dans Brume littéraire, on va y entrer ensemble. Pas seulement pour suivre l'histoire de Winston, mais pour comprendre ce que ce roman dit de nous. Et pourquoi il reste un des livres les plus marquants du XXe siècle. Quand Orwell écrit son chef-d'œuvre, on est en 1948. L'Europe sort à peine des ruines de la Seconde Guerre mondiale. Londres, la ville d'Orwell, porte encore des cicatrices des bombardements allemands. Les rationnements existent toujours, les files d'attente devant les magasins sont interminables, et les maisons détruites bordent encore les rues. Mais ce qui hante Orwell, c'est pas seulement les ruines visibles, c'est aussi les ruines politiques. Il a vu le fascisme de Mussolini. Il a combattu le franquisme en Espagne. Il a dénoncé le stalinisme et les procès truqués de Moscou. Et il sait une chose, le totalitarisme ne s'arrête pas aux frontières. Dans 1984, il pousse ces mécanismes à l'extrême. Mais rien n'est totalement inventé. Les télécrans rappellent les discours radio et la propagande martelée en boucle. La novlangue, qui détruit les mots, évoque la censure et le langage codé de la propagande. La double pensée ressemble à ce qu'Orwell avait vu dans les régimes qui affirmaient une chose et son contraire, tout en exigeant qu'on les croie. Mais on reviendra sur tous ces mots et sur tous ces points. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il s'attaque à ces thèmes-là. Quelques années plus tôt, dans La ferme des animaux, Orwell avait déjà montré comment une révolution peut se transformer en tyrannie, comment les idéaux égalitaires finissent par être dévorés par le pouvoir.
Mais revenons à notre roman du jour. C'est la suite logique. Non plus la naissance d'un régime totalitaire, mais son fonctionnement une fois installé. Dans ce monde futuriste, la planète est divisée en 3 blocs. Océania, qui englobe la Grande-Bretagne et les pays anglo-saxons. Eurasia, héritière de l'URSS et de l'Europe continentale. Et Estasia, une vaste zone asiatique. Ces 3 blocs sont officiellement en guerre permanente. Mais la vérité, c'est que la guerre n'a pas besoin d'être gagnée. Elle doit simplement durer pour maintenir la peur, l'unité et l'obéissance. Et à l'intérieur d'Océania, là où vit notre personnage, la société est une pyramide. Tout en haut, le parti intérieur, l'élite qui détient le pouvoir. En dessous, le parti extérieur, dont fait partie Winston, la classe moyenne surveillée de près. Tout en bas, les prolétaires, plus de 3/4 de la population, ignorés, méprisés, laissés à leur misère. Voilà ce qui rend 1984 si terrifiant. C'est une fiction, oui, mais une fiction nourrie du réel. Orwell prend les logiques du nazisme, du stalinisme, des dictatures qu'il a connues et les projette dans un futur plausible. Ce qu'il écrit, c'est pas seulement « voilà ce qui pourrait arriver », c'est « voilà ce qui arrive déjà ». La date pendant laquelle se passe le roman, 1984, c'était il y a plus de 40 ans. Et vous verrez qu'on arrive malheureusement encore à y voir certaines réalités. Mais continuons. C'est dans ce monde dystopique que Winston Smith, simple fonctionnaire discret, va commencer à douter. Dans les rues de Londres, il y a des affiches collées partout. Un visage sévère et immobile, des yeux noirs qui semblent suivre chacun de vos pas. Et en dessous, ces mots. Big Brother is watching you. Big Brother vous regarde. Plus qu'un slogan, c'est une vérité. Partout, dans les appartements, les usines, les couloirs des ministères, des télécrans veillent. Comme des télévisions qui, d'un côté, diffusent en continu la propagande du parti, et de l'autre, ces écrans voient, ils entendent, ils enregistrent. Et vous pouvez jamais être sûr d'être seul. Des propos déplacés aux yeux du parti, ou même un simple froncement de sourcils, une expression suspecte, ça peut suffire à devenir un crime de pensée. Chaque jour, la population est rassemblée pour les 2 minutes de la haine. Sur les écrans, le visage de l'ennemi public numéro 1, Emmanuel Goldstein. Alors toujours, ça explose, des cris, des injures, des accès de rage collective. Et quand la fureur retombe, le visage de Big Brother réapparaît. La haine se transforme en adoration. Et partout résonnent ces slogans. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. 3 phrases absurdes, 3 contradictions flagrantes. Et pourtant, répétées encore et encore, elles deviennent des vérités. C'est ce qu'Orwell appelle la double pensée. Accepter 2 idées opposées en même temps et croire sincèrement aux 2. Mais retrouvons le personnage principal de ce livre, Winston Smith, qui évolue dans ce monde. C'est un homme discret, presque ordinaire, employé au ministère de la Vérité. Son job, c'est de corriger les archives, modifier les journaux, effacer des discours, inventer de faux personnages. Chaque jour, il fait disparaître des pans entiers du passé pour qu'ils collent à la version officielle du parti. Un jour, il invente même un héros de toutes pièces, le camarade Ogilvy, soldat exemplaire, mort en martyr. En quelques heures, Ogilvy devient réel. Son nom, son histoire, son sacrifice entrent dans les livres. La propagande a parlé et donc, il a existé. Winston n'est pas quelqu'un de méchant ou de mal intentionné. Il est simplement pris dans cette machine infernale, dans laquelle on fait tout pour qu'il évite de penser. Ce qu'il sait, c'est que le passé n'existe plus, en dehors de ce que le parti en dit. Et il connaît cette maxime répétée partout. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Mais un jour, Winston commence à douter. C'est comme s'il n'arrivait pas à s'y résoudre. Alors, un soir, caché dans un recoin de son appartement, que le télécran ne couvre pas, il sort un vieux carnet jauni. Il prend un crayon, et c'est là qu'il commet un délit énorme. Il commence à écrire. Écrire ses pensées. Un geste qui peut paraître minuscule, un geste de rien. Mais dans ce monde, c'est une rébellion. Un jour, au milieu de cette mécanique implacable, Winston croise une jeune femme, Julia. Brune, sportive, un air discipliné, uniforme, impeccable. Elle fait partie de la ligue anti-sexe des juniors.
symbole vivant de la pureté exigée par le parti. Et Winston d'abord la déteste. Il est persuadé qu'elle est une espionne de la police de la pensée. Il faut à tout prix qu'il lui cache les textes qu'il écrit. Mais pourtant, un matin, elle lui glisse un billet dans la main. Quelques mots griffonnés à la hâte. « Je vous aime ». C'est impensable. Dans ce monde où aimer est déjà un crime, Julia ose écrire ça. C'est presque comme si elle commettait un double crime. Et c'est là que tout bascule, que le roman change de dimension. On va pas lire un journal quotidien de ce que c'est que de vivre dans cet univers dystopique, mais on va lire une vraie révolte. Ils vont se retrouver en secret, au départ à la campagne, à l'abri des fougères, puis dans une petite chambre, au-dessus d'une boutique dans le quartier des prolétaires. Là, pas de tel écran, seulement une vieille horloge, des draps froissés et le luxe le plus interdit de tous, la liberté. Ils rient, parlent, font l'amour, et dans ces instants volés, Winston comprend quelque chose de terrible. Dans ce monde, aimer devient un acte politique. Chaque baiser est une rébellion. Chaque caresse est une victoire contre Big Brother. Ils savent tous les deux que ça ne durera pas. Ils savent que tôt ou tard, ils seront découverts. Mais ce court sursis suffit à Winston pour croire qu'une résistance existe vraiment. Il prend conscience du combat de la fraternité, une organisation secrète qui lutterait contre le parti. Et surtout, il croit encore à cette phrase gravée dans son esprit. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Parce qu'à partir du moment où on peut dire ça, que 2 et 2 font 4, alors on peut encore penser librement. Et tant qu'il aime Julia, tant qu'elle existe à ses côtés, Winston garde l'illusion que la vérité peut survivre et qu'un autre monde est possible. C'est le moment pour nous de faire une pause dans le récit. Où est-ce qu'on en est ? On a suivi Winston dans un monde où l'histoire est réécrite chaque jour, où même un froncement de sourcil peut être un crime. Et pourtant, au milieu de cette mécanique glaciale, il a trouvé quelque chose de fragile, d'inattendu, l'amour et l'écriture. Bien plus qu'une simple passion clandestine, c'est une révolte. Parce que dans un régime où tout est surveillé, où tout est réglementé, s'abandonner à un sentiment intime, à un désir, c'est dire non. Non à la peur, non au contrôle, non au parti. Et c'est là qu'Orwell nous tend un miroir. Il nous montre que la vraie liberté ne commence pas par de grands discours ou des révolutions spectaculaires. Elle commence dans des gestes minuscules. Un mot griffonné, un baiser volé, une phrase presque un peu bête, mais irréductible. 2 et 2 font 4. Alors oui, peut-être que vous pensez que Winston et Julia ont aucune chance. Et je vous donnerai raison. Mais ce qui compte, c'est ce qu'ils incarnent. L'idée que tant qu'il reste un espace, même minuscule, pour l'intime, pour la vérité, il reste une forme de résistance possible. Mais ce qu'Orwell dit aussi, peut-être de façon un peu plus détournée, c'est qu'il faut absolument garantir ces espaces. Il faut de l'intimité pour rester libre. Et c'est un discours qui résonne encore aujourd'hui, avec nos libertés qui tendent à nous échapper parfois. La liberté, c'est ce qui nous sauve des régimes totalitaires. Mais avant de repenser notre monde, plongeons encore un peu plus en profondeur dans celui de Winston et Julia, pour voir ce qu'ils ont d'autre à nous dire. Depuis des semaines, les deux amoureux vivent leur clandestinité comme une victoire. Ils ont trouvé un refuge, un lit, un lieu hors d'atteinte du parti. Et surtout, cette fois, ils ont trouvé un allié. O'Brien. Un homme du parti intérieur, respecté, cultivé, charismatique. Winston l'admire depuis longtemps, presque en secret, convaincu qu'il est pas comme les autres. Et un soir, O'Brien les reçoit chez lui. Il les regarde droit dans les yeux et prononce ces mots qui nous est même plus espérés. Oui, je fais partie de la fraternité. Rappelez-vous, c'est cette organisation qui aimerait changer les choses. Alors Winston et Julia jurent fidélité. Ils promettent de mentir, de voler, de trahir, de tuer. Tout sauf renoncer à leur amour. Et en échange, O'Brien leur confie le livre. Le fameux livre de Goldstein, l'ennemi public numéro 1, censé dévoiler les secrets du parti. Winston le lit avec une ferveur presque religieuse. Et pour la première fois, il croit. Il croit que la révolte est possible, que la liberté n'est pas qu'un mot, qu'il ne sent pas seul. Comme Julia et Winston, on se met à espérer pour eux, à y croire. Mais tout comme eux, on s'est fait avoir. Le parti ne laisse jamais d'espace. Et un soir, dans leur mansarde, tout bascule. Winston et Julia sont enlacés, persuadés d'être à l'abri, quand soudain,
une voix métallique gronde derrière un tableau accroché au mur. Un tel écran. Ils étaient observés depuis le début. Chaque mot, chaque caresse, chaque rêve de liberté, tout était enregistré. La police de la pensée envahit la chambre. On les sépare, on les frappe, on les arrache l'un à l'autre. Et là, dans le chaos, Winston croise le regard d'O'Brien. Il sourit, mais ce sourire-là n'a plus rien de complice. C'est le sourire de celui qui a gagné depuis le début, le sourire de la trahison. La vérité tombe, implacable. La fraternité n'existait pas. Le livre n'était qu'une fabrication du parti, et O'Brien n'a jamais été un allié. Voilà la véritable cruauté du système. Il ne se contente pas de surveiller ou de punir. Il fabrique l'espoir pour mieux l'écraser. Il donne l'illusion de la vérité pour que la chute soit encore plus brutale. L'ignorance, c'est la force. Dans 1984, le pouvoir cherche pas seulement à contrôler vos actes. Il veut posséder vos pensées, vos souvenirs, vos émotions. Il veut que vous finissiez par aimer celui qui vous écrase. Et maintenant, le piège est refermé. Winston est conduit au ministère de l'amour. Un lieu où il n'y aura plus de cachette, plus de rêve, plus d'espoir. Seulement la vérité du parti. Et elle va faire mal. Au ministère de l'amour, pas de fenêtre, pas de jour, pas de nuit. Seulement des néons blafards qui ne s'éteignent jamais. Winston y est enfermé. Seul. Chaque heure, chaque minute est avalée par la torture, par la rééducation. On lui apprend à douter de ses propres souvenirs, de sa propre raison. 2 et 2 font 5, répète O'Brien. Et Winston doit l'accepter. Petit à petit, tout s'effrite. La vérité, le réel. Julia elle-même, qu'il finit par renier sous la douleur. Et puis vient ce dernier acte, la dernière étape de sa guérison, comme il l'appelle. O'Brien le conduit dans une pièce nue. Une chaise, une cage de métal. Et dans cette cage, 2 rats affamés. Les rats. La plus grande phobie de Winston. On approche la cage de son visage. Il comprend, il hurle. Il supplie O'Brien de l'épargner. Et dans ce moment de terreur absolue, il prononce les mots qu'il croyait impossibles. Faites-le à Julia. Faites-le à Julia. Pas à moi, Julia. Ce que vous lui faites m'est égal. Déchirez-lui le visage. Épluchez-la jusqu'aux os. Pas moi, Julia. Pas moi. C'est fini. Sa dernière fidélité, son dernier refuge intérieur, vient d'être brisé. Et dans les dernières pages du roman, on retrouve Winston, assis dans un café, vide, lessivé. Il écrit plus, il pense plus. Il attend passivement qu'on vienne l'exécuter. Et soudain, tout devient clair. Il n'a plus de doute, plus de colère. Il est guéri. Il aime Big Brother. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Voilà où tout menait depuis le début. Depuis ces affiches placardées dans les rues, ces télécrans dans les maisons, ces slogans scandés en boucle. Tout convergeait vers cette fin. Un homme vidé de lui-même, reconstruit à l'image du parti. Winston Smith n'existe plus. Il ne reste que l'amour pour Big Brother. Alors, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Une expérience unique, dérangeante et qu'on ne peut plus oublier. 1984, c'est pas seulement l'histoire d'un homme brisé par un régime totalitaire. C'est une parabole, un miroir tendu à toutes les sociétés. Première grande idée, le contrôle du passé et de la mémoire. Rappelez-vous, qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, qui contrôle le présent, contrôle le passé. En effaçant les archives, en réécrivant les journaux, en inventant de faux personnages comme le camarade Ogilvy, le parti fait disparaître toute trace du réel. Pire que ça, c'est même notre personnage principal qui s'occupe de cette tâche. Il est l'un des rouages remplaçables de cette machine que rien ne peut arrêter. La mémoire n'est plus une vérité collective, c'est une marchandise politique. Deuxième idée, le langage comme arme. Avec la novlangue, chaque mot supprimé est une pensée interdite. Réduire le vocabulaire, c'est réduire la liberté intérieure. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il est plus facile d'exprimer sa pensée quand on a un vocabulaire riche et élargi.
On arrive à être plus précis, à décrire sans erreur les choses les plus complexes. Mais même les mots qui nous paraissent les plus simples sont essentiels. Si vous n'avez plus les mots pour dire « liberté », alors la liberté elle-même disparaît. Troisième idée, la double pensée. Accepter deux vérités contradictoires et les croire toutes les deux. Croire que 2 et 2 font 4, mais que 2 et 2 font aussi 5, si le parti l'exige. C'est l'ultime prison, non pas celle du corps, mais celle de l'esprit. On est contrôlé de l'intérieur, on ne peut plus rien faire. Et enfin, quatrième point, il y a cette idée terrible, l'amour comme dernier refuge. Aimer Julia pour Winston, c'était résister. Mais le parti va jusqu'à détruire ce refuge intime. La trahison de Winston n'est pas seulement une faiblesse humaine. Elle montre qu'aucun espace, même le plus secret, le plus privé, n'échappe au pouvoir. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Voilà la mécanique de ce roman. Un système qui ne se contente pas d'obéir, mais qui exige qu'on croie. Qui exige qu'on aime celui qui nous écrase. Et c'est pour ça que ce roman continue de nous hanter. 1984, 1984, 1984. Ce n'est pas une prophétie. C'est pas Orwell qui nous dit « voilà ce qui arrivera ». C'est un avertissement. Un cri lancé d'abord à son époque, mais qui traverse les décennies et arrive jusqu'à nous. Et si ce roman est encore lu, encore discuté, c'est parce qu'il vieillit pas. Ces concepts sont devenus universels. Big Brother, la novlangue, la double pensée, la police de la pensée. Autant de mots qui servent encore aujourd'hui à désigner des dérives réelles. On enrichit notre vocabulaire pour éviter qu'un système ne nous en prive. Ce que décrit Orwell, c'est pas seulement un cauchemar imaginaire. C'est une grille de lecture, une manière de voir les manipulations, les mensonges et les compromissions qui traversent nos sociétés. Mais je veux pas finir sur une note sombre, parce que 1984, c'est pas qu'une plongée dans la noirceur. C'est aussi un livre qui nous tend des clés. Il nous dit « attention, faites en sorte que cela n'arrive pas ». Et ça, c'est à nous de décider, si on veut le faire ou non. Alors, laissez-moi vous poser une question. Dans quel domaine de votre vie acceptez-vous peut-être que 2 et 2 fassent 5 ? Ou laissez-vous passer un mensonge, une incohérence, une contradiction, simplement parce que c'est plus confortable d'y croire que de le contester ? C'est peut-être ça, la vraie force du roman. Nous obliger à nous poser la question, même si ça peut être désagréable. Et si cet épisode vous a plu, si vous aimez ce voyage dans les romans comme on voyage dans une époque, une idée ou une émotion, alors prenez quelques secondes pour soutenir Brume Littéraire. Un commentaire, une note, 5 étoiles sur votre application de podcast, ça fait toute la différence, vraiment. C'est ce qui me permet de continuer à faire découvrir ces histoires à de nouveaux auditeurs et à des nouvelles auditrices. Et pourquoi pas partager cet épisode pour faire passer ce message au plus grand nombre, faisant tout pour que jamais ces slogans ne traversent nos rues. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.